Ciao bambini! Aujourd'hui, on part à l'assaut de l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on répond à l'appel de notre bon roi Pardi. Vous ne savez pas qu'il essaye de conquérir la péninsule depuis 1494? Allez, assez traîné, on y va. Coup de canon, chef-d'œuvre de la Renaissance et maladie vénérienne, c'est le programme de la nouvelle série du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'est parti pour Rêve d'Italie. Dans cet épisode, Filippo est bien décidé à reconquérir les territoires perdus. Il est assassiné le lendemain de Noël, pendant la messe. Le duc décide finalement de s'allier au roi de France. Vous écoutez Rêve d'Italie, épisode 4, Milan, l'hégémonie introuvable. Ah, Milan, la cité à la vouivre, capitale de la mode et du design. Bon, au XVe siècle, la mode qui distinguait Milan, c'était plutôt celle des armures, les fameuses armures milanaises que l'Europe entière s'arrachait. Mais Milan, c'est surtout au XVe siècle l'un des plus puissants États italiens, prêt à tout pour asseoir son hégémonie sur le nord de la péninsule. On va voir tout ça en détail. La puissante cité lombarde est dirigée par la famille Visconti. Le duc Gian Galeazzo Visconti meurt en 1402 en laissant son immense territoire à ses trois fils, Giovanni Maria, Filippo Maria et Gabriele Maria. Bien sûr, la bonne entente doit régner et la duchesse veuve en est garante. Sauf que rapidement, tout tourne à la catastrophe. À force d'intrigues, la duchesse est déjà jetée en prison en 1404, alors que les principautés rivales se précipitent pour reprendre un par un les bouts du duché. Sienne retrouve son indépendance, Florence reprend Pise et Venise reprend Padoue. Bref, c'est la merde. Giovanni Maria s'entoure de condottieri peu recommandables pour redresser la barre, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne lui porte pas chance, puisqu'il est assassiné en 1412 pendant la messe. Pour la charité chrétienne, on repassera. Bref, c'est son frère Filippo qui reprend le pouvoir, bien décidé à reconquérir les territoires perdus. Et pas seulement à la pointe d'une épée d'ailleurs. Il épouse par exemple Béatrice, la fille d'un richissime condottiere, afin de récupérer les territoires que ce dernier avait amassés en dépouillant l'ancien duc. Pour faire bonne mesure d'ailleurs, il fait exécuter sa femme en 1418 après l'avoir accusée d'adultère. C'est vrai qu'avoir l'héritière dans les pattes, c'est toujours embarrassant. Pas de bol pour notre ami Filippo, il est une autre cité qui n'est pas décidée à le laisser reprendre tranquillou ses territoires, Venise. La cité maritime met sur pied une nouvelle ligue, c'est-à-dire un ensemble de cités qui se battent ensemble, qui rassemble notamment Florence et la Savoie pour aller botter les fesses de Filippo. En 1427, celui-ci est sévèrement battu par le condottiere vénitien Campagnola, qui le force à signer la paix l'année suivante, en 1428. Sauf que, un peu taquine, Venise a prévu une petite clause selon laquelle Milan a interdiction de reprendre les armes, faute de quoi on l'accusera d'avoir rompu le serment et la guerre avec la Ligue reprendra. Florence en profite. Comme elle n'a pas obtenu tout ce qu'elle voulait, elle s'empare par la force de la cité de Lucque qui se trouve dans les territoires milanais. Filippo est forcé de se défendre, on crie à la trahison et hop, c'est reparti pour une nouvelle guerre. Entre 1431 et 1440, plusieurs guerres vont opposer Milan à des ligues aux contours changeants, qui ont toutes pour élément central Venise. Il faut dire que le projet de Milan et celui de Venise sont incompatibles. La cité lombarde souhaite reprendre ses anciens territoires et établir son hégémonie sur toute l'Italie du Nord, tandis que Venise veut se constituer un territoire tampon pour mettre Milan le plus loin possible de la lagune. Et c'est à ce moment de l'histoire que surgit un nouveau protagoniste, Francesco Sforza. C'est un condottiere toscan qui est issu d'une famille de militaires, jusque-là rien de très original dans l'Italie du XVe siècle. Et oui, sauf que Francesco, la différence, c'est qu'il est malin.
Devenu un des principaux chefs de l'armée anti-milanaise, c'est lui qui inflige en 1440 une sévère défaite à Filippo Maria, à côté de la ville d'Anghiari. Pour sceller la paix, il a une idée originale. Il demande la main de Bianca Maria, la fille du duc. Et oui, rien que ça. Mais c'est pas tout. Le duc doit aussi l'associer au pouvoir pour que Francesco puisse s'assurer que Milan respecte bien le traité de paix. Évidemment, les choses ne se passent pas aussi bien, mais à la mort du duc en 1447, Francesco est en bonne position pour devenir l'héritier de la puissante cité lombarde. À la mort du duc Filippo Maria, l'oligarchie marchande de Milan en profite. Elle proclame la République car elle en a marre que la politique milanaise soit dirigée par les seuls intérêts du prince et elle en a surtout marre d'être écrasée d'impôts. Bon, comme les promesses n'engagent que ceux qui y croient, la nouvelle élite dirigeante commence par voter un emprunt forcé de 200 000 ducats auprès de la population. Forcément, elle devient rapidement impopulaire, d'autant que les cités qui composent le duché profitent de l'anarchie pour se sauver une par une. En 1449, la République à bout de souffle fait appel à Francesco Sforza. Après un coup de force, celui-ci investit Milan et se fait acclamer par la population. Et voilà le condottiere Sforza devenu le duc Sforza. Alors forcément, ça n'est pas du goût de Venise et de ses copains. Et hop, les rivaux de Milan forment une nouvelle ligue et déclarent la guerre au nouveau duc en 1452. Mais la guerre est cette fois-ci de courte durée. Devant la puissance des Ottomans qui viennent de prendre Constantinople en 1453 et qui menacent les comptoirs vénitiens en Orient, Venise cherche rapidement à faire la paix. Et c'est ainsi qu'est signée la paix de Lodi en avril 1454. Et cette paix, elle est très importante, puisqu'elle acte la création d'une nouvelle ligue, baptisée la Ligue italique, dans laquelle on retrouve Venise, le pape, le royaume de Naples et, surprise, Milan. Et oui, c'est une vraie nouveauté, les plus puissants États italiens s'allient face au péril ottoman et acceptent un relatif équilibre des pouvoirs. Et croyez-le ou non, cette nouvelle ligue va plutôt bien fonctionner, puisqu'elle va permettre à la péninsule italienne de retrouver une certaine forme de paix pendant 40 ans. Disons au moins une certaine forme de tranquillité. Et oui, la Ligue italique va tenir. Évidemment, il y a toujours quelques petites guerres et quelques petites escarmouches par-ci par-là, mais globalement, l'équilibre des pouvoirs est là et aucun État ne va tenter frontalement de le renverser. Alors c'est sûr, comme ça c'est super positif. Les paysans vont enfin pouvoir payser et les commerçants commercer. Mais en amenant la paix, cette nouvelle ligue acte également la division irrémédiable de l'Italie entre plusieurs États de taille moyenne. Et forcément, quand le roi de France Charles VIII va débarquer avec son armée professionnelle, personne ne sera assez fort pour lui résister. Le traité de Lodi, c'est donc une réussite pour la paix, mais un échec pour l'unité italienne. Bon, et que devient Milan après 1454 alors ? Eh bien, vous n'allez pas être déçus. En 1466, le vieux duc Francesco Maria meurt, en laissant comme héritier son fils, Galeazzo Maria. Ce dernier a laissé l'image d'un prince cruel, sadique et libidineux, inspirant la terreur dans son entourage.
Il est d'ailleurs assassiné le lendemain de Noël dans une église pendant la messe, c'est une tradition à Milan, et son assassin manque de s'échapper, mais il se prend les pieds dans un rideau et se fait massacrer par les gardes. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Son fils, Gian Galeazzo Sforza, n'a que 7 ans. C'est donc l'oncle de Gian Galeazzo, qu'on appelle Ludovico le Mort, qui reprend les rênes du duché pendant sa minorité. Donc, vous avez compris, Ludovico Sforza, c'est un des fils du premier duc Sforza, Francesco. Évidemment, Ludovico n'a aucune envie de lâcher le pouvoir. D'ailleurs, son neveu meurt opportunément empoisonné en 1494. Enfin, empoisonné, on ne sait pas, il a peut-être été empoisonné par son oncle, mystère, en tout cas il est mort. Cette année 1494, d'ailleurs, c'est un tournant pour l'Italie. C'est la mort de Laurent le Magnifique, le maître de Florence, mais c'est aussi le moment où Ludovico Sforza décide de s'allier au roi de France, Charles VIII, qui souhaite descendre à Naples pour faire valoir ses droits. Par cette action, c'est donc bien le maître de Milan qui fait entrer le loup français dans la bergerie italienne. Une décision qui sera lourde de conséquences pour la suite. Mais pour l'heure, à l'aube de la Première Guerre d'Italie, Milan jouit d'une éclatante prospérité, tout comme sa grande rivale, Venise.